On va passer à la troisième séquence, vie du partenariat. Donc un des points clés de ne pas sous-estimer le temps, et ça vous nous l'avez tous dit, le temps que le commanditaire doit consacrer à la gestion du partenariat. Donc à partir du moment où vous êtes plus imbriqué, ça demande des ressources, ça demande du temps et ça demande des compétences. Une forte imbrication est souvent facteur clé de succès dans la relation commanditaire-partenaire. L'exemple d'ailleurs des sous-traitants dans l'industrie automobile le montre bien depuis 25-30 ans. Je trouve que c'est plutôt un exemple à suivre où ils se sont fortement intégrés en matière de recherche et de développement. Et d'ailleurs, ils sont passés du mot de sous-traitant dans les années 80 à mot de partenaire. Donc on voit bien qu'il y a eu une évolution dans ce secteur. Que nous dit l'enquête concernant ce sujet-là? Alors, le niveau d'imbrication des équipes reste insuffisant, hein, donc entre commanditaires et partenaires, à la fois pour faire monter en compétence le prestataire, donc ça c'est la responsabilité du commanditaire, mais aussi pour l'impliquer dans l'amélioration continue au quotidien, l'amélioration continue du service, et inventer de nouveaux services, inventer de nouvelles postures, s'adapter aux besoins du client, sortir des scripts très contraignants. Sur ce dernier point, les commanditaires sont d'ailleurs plus critiques vis-à-vis d'eux-mêmes que les prestataires, puisqu'ils sont 56% à penser qu'ils n'impliquent pas suffisamment leurs partenaires dans l'amélioration continue du service. Par ailleurs, les prestataires, tout en revendiquant des marges de manœuvre, regrettent que les commanditaires ne soient pas plus présents sur le terrain avec les équipes. Et puis, autre point plus embêtant, 41% des commanditaires considèrent qu'ils n'assument pas suffisamment la responsabilité de la prestation en cas de problème et renvoient les clients vers leurs prestataires. Alors si Maria Flamand était là, elle expliquerait, je le dis en son nom parce qu'effectivement elle prend le bus donc elle ne viendra pas, elle nous expliquerait qu'eux, ils ont passé des partenariats avec 800 artisans et qu'en fait ils portent eux-mêmes la garantie décennale. Donc vous contractez avec Laura Merlin, un installateur vient chez vous, s'il y a un problème, c'est eux qui vous garantissent pendant 10 ans la réparation des travaux s'il y a malfaçon. Donc c'est un moyen très fort de dire je suis responsable. Après se pose la question, je vais lui poser mais elle ne sera pas là, une question de mais est-ce que ça ne déresponsabilise pas les artisans? De dire au fond je vais faire un travail plus ou moins moyen et puis si je disparais dans 2 ans, peu importe. Alors les questions concernant ce sujet, parce que là on est au cœur de la relation, ça y est, vous avez choisi des partenaires, vous vivez avec pour 3 ans, 5 ans, renouvelables. Quels sont les facteurs clés de succès pour réussir cette coopération? Comment construire la confiance, essentielle, certainement en développant des valeurs d'honnêteté, de transparence, de réciprocité. Donc comment vous la construisez, cette confiance? Quelle marge de manœuvre vous laissez à ces prestataires? Est-ce que vous les engoncez dans des scripts, dans des règles extrêmement contraignantes ou au contraire, vous leur donnez des marges de liberté? Qui est le responsable en dernier ressort? Aéroport de Paris, Carglass, il y a un problème. Vers qui on se tourne? C'est vrai qu'à l'aéroport de Paris, il y a tellement de prestataires, vous avez un problème au poste d'infiltration frontière, vous vous dites, bon, je me tourne vers qui? Vers ICTS, Securitas, Brinks, de Richebourg ou je vais voir Aéroport de Paris? Sur quel sujet coopérer au quotidien et comment faire en sorte que les équipes du partenaire et les vôtres incarnent bien la promesse. Voilà. Comment voilà, on ouvre le capot de la coopération. Sur ce sujet-là, j'ai une petite anecdote. Là, quand notre président est arrivé, ce qui l'a frappé chez Aéroport de Paris, c'est qu'on avait tendance à dire c'est pas nous. Voilà, c'est-à-dire que votre bagage est perdu, vous avez laissé votre ordinateur dans l'avion, et donc on disait aux passagers, ben, c'est pas nous. Voilà. Et donc il a fait la chasse au panou-panou. Et il a demandé à ce qu'à chaque fois, on ait une réponse positive pour le passager. Vous avez laissé votre ordinateur dans l'avion, voilà le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe des objets trouvés dans la compagnie aérienne Y, et vous allez trouver votre ordinateur. Voilà. Et je pense que c'est notre rôle d'intégrateur des services, d'avoir la réponse pour ce type de questions. Mais ça marche dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'adresse à la douane et qui cherche une pharmacie, il faut que le douanier puisse savoir où est la pharmacie dans l'aéroport. Hein. Voilà. Donc,
Alors, vous l'avez dit, les partenariats, il faut que ça vive. Hein. Donc, on a des partenariats avec deux types d'entreprises, si vous l'avez compris. Des entreprises publics, des partenaires comme la douane, la police, etc., hein, qui sont des partenaires qui travaillent sur la plateforme et que nos passagers voient souvent. Eh bien, pour ces personnes-là, nous leur faisons partager les résultats hein, de nos études et l'avis des référentiels. Et pour cela, nous avons créé cette université du service où nous travaillons avec les gens du terrain, sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour faire en sorte que nos clients soient bien reçus. Et puis nous avons des partenariats plus business, hein, notamment nous avons choisi les meilleurs dans leur domaine de compétences. Je pense par exemple sur la publicité. Hein, nous avons un partenariat avec JC Decaux et donc nous avons une joint venture, hein, une co-entreprise. Hein, pareil, nous avons la même, une JV également avec Lagardère, le groupe Lagardère, sur tout ce qui est retail, hein, tout ce qui est parfum, cosmétique, gastronomie, mode. Et puis nous avons une autre JV sur tout ce qui concerne la presse avec Relais, avec Hachette. Donc dans chaque domaine, nous avons choisi les meilleurs. Et dans cette JV, où nous sommes à 50-50 dans le capital et à 50-50 dans le profit sharing, hein, eh bien, nous suivons bien sûr des résultats financiers, hein, au conseil d'administration et dans tous les comités de marketing où nous sommes présents, mais nous suivons aussi bien sûr tout ce qui touche à la relation client. Et ça va très loin puisqu'on partage tous les résultats des visiteurs mystères, hein, des visites mystères, tous les résultats de la qualité hein, perçus par le client. Et puis, on va même, récemment, là, au conseil d'administration avec le groupe Lagardère, on va même jusqu'à la formation des vendeurs. Hein. Ils ont un programme intégré qui s'appelle Oscar, et on suit donc les résultats de cette formation des vendeurs et comment se fait l'accueil des Chinois, des Russes au sein de nos boutiques. Donc, pour répondre à votre question, c'est dans la vie, vous voyez, et dans la gouvernance de ces joint ventures que nous suivons de l'intérieur la relation client. Et là, pour le coup, c'est sans couture. Hein, parce que pour nous, un vendeur d'une boutique de notre enseigne By Paris Duty Free, c'est bien sûr qui porte l'enseigne By Paris Duty Free, mais comme c'est dans nos emprises, comme c'est chez nous, pour nous, c'est Aéroport de Paris. Et donc, cette relation client, hein, elle a la même valeur que nos agents commerciaux quand ils accueillent nos passagers. Et donc, on veille à ce que eh bien, les valeurs de notre marque hein, soient présents dans tous ces points de vente. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans les gouvernances hein, de ces JV que nous pouvons suivre hein, que cette relation client est pérenne. Voilà. Donc ça nous semble très très important. C'est un peu formel, mais les résultats sont là. Hein. C'est-à-dire que c'est la voix du client qui vient dans ces différentes instances, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit le comité marketing. Je vois qu'il y a des personnes du groupe Lagardère qui sont présentes dans ces comités marketing et qui font et qui donnent la parole aux clients. Quelle marge de manœuvre vous laissez? Alors ça, c'est dans un type de partenariat bien spécifique. Vous êtes très imbriqués, vos équipes, oui. Les comptes. Oui. Et ça, je comprends que c'est plutôt vertueux pour le passager final. Oui. C'est-à-dire que lui, il tire tous les bénéfices d'une bonne relation client, sans couture, de qualité, etc. Pour les autres prestataires qui ne sont pas sous oui. JV, du coup, quel type de marge de manœuvre, d'autonomie vous leur donnez? C'est-à-dire, quelle est la philosophie de l'aéroport de Paris? Est-ce que vous êtes très contrôlant en disant, ben voilà, le passage aux postes d'infiltration frontière, ils doivent se passer comme ci, comme ça? Oui. Ou au contraire, vous dites, il y a une marge de manœuvre et en plus, vous donnez des capacités d'innovation. C'est-à-dire que vous incitez vos prestataires
à innover en leur donnant quelque part des moyens, en leur Bien laissant sûr, des bien moyens assez forts Bien sûr. pour qu'ils soient en force de proposition. Voilà, on a défini ensemble, avec les gens du terrain, sur les postes d'inspection filtrage, 7 règles d'or que l'on doit déployer sur le poste d'inspection filtrage. Mais ça s'est fait ensemble, c'est-à-dire que c'est du bottom-up. On a travaillé avec les gens qui sont sur le terrain. Voilà. Et on vérifie que ces règles soient déployées. Mais c'est vrai que c'est une relation qui est différente, puisque là, on n'est pas dans une relation juridique d'un conseil d'administration. Et il me semble que vous avez aussi beaucoup musclé au sein de la direction de la satisfaction client les équipes qui sont en contact avec ces prestataires. Tout à fait. On a des régulateurs, on essaie de garder cette relation permanente. Et surtout, on partage les résultats. On partage les résultats des études. On a aussi des batteries de baromètres très quantitatifs. On interroge plus de 45 000 personnes sur l'année. Et donc, on a ces remontées que l'on partage avec tous nos partenaires, dont les entreprises de sûreté qui font ce métier d'inspection filtrage. D'accord. Donc l'AJV, ça marche, c'est vertueux, au fond, c'est à développer. C'est plutôt un modèle à généraliser. Voilà, moi je pense que c'est un modèle où on partage ce qui marche bien, mais aussi les difficultés. Oui. C'est-à-dire que quand on voit un point de vente mal placé, un accueil qui n'est pas correct, etc., c'est concret. Et on doit trouver les solutions ensemble. Et là, plus de bonus-malus, le bonus, il est pour vous, le malus, il est pour vous, en partie. Oui, non, mais ça, c'est pour l'aspect financier. Oui. Mais c'est pour l'aspect qualité, je veux dire qu'on est vraiment très impliqué. Et on voit bien, parce qu'on a connu l'avant-JV et l'après-JV, on voit que c'est très vertueux sur l'aspect du service. Éric Girard, vous avez développé avec vos partenaires assurances le concept de Total Value Partnership, TVP, donc non abscon, ça vient des States, comme disent les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce type de partenariat, avec qui vous l'avez passé, et puis quelle est la philosophie de tout ça, et comment ça fonctionne au quotidien? Alors, ça va venir un peu en résonance avec ce que vous disiez tout à l'heure à propos du fait qu'il faut remettre la relation client au centre finalement du business. C'est le client qui nous fait vivre. Et en fait, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à fait au tout début de mon intervention, on est sur un marché de commodité. Il n'y a pas un intérêt extraordinaire finalement à mettre comme ça de la valeur sur la réparation, le remplacement du vitrage. Or, le vitrage, c'est encore une fois près de 40% des sinistres qui se réalisent dans une année pour un assureur. Il est, à mon sens, et c'est une discussion sur laquelle aujourd'hui on avance de plus en plus avec beaucoup de nos partenaires, complètement nécessaire de pouvoir associer à ce service qui est la réparation et le remplacement de la valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire de la valeur? Ça veut dire simplement se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire autour d'un événement qui se passe avec mon client. Je remets le client au centre du business. Et ça peut paraître, enfin c'est pas que ça peut paraître, c'est quelquefois assez compliqué parce que dans nos discussions avec les compagnies d'assurance, la plupart du temps, on est face à un directeur sinistre. Et un directeur sinistre, il a un objectif qui est tout à fait légitime, c'est que la somme des primes qu'il a reçues puisse couvrir les sinistres qu'il va rembourser. Et c'est ça son objectif. Et il est jugé là-dessus. Point. Et c'est juste normal. Sauf que le sinistre, ce n'est pas juste quelque chose comme ça que je rembourse. Le sinistre, c'est le moyen, à un moment donné, de pouvoir entrer en contact avec son client. Et donc, sans parler, vous voyez, de grands mots comme le big data, c'est comment je vais faire, parce que là, je suis vraiment dans la continuité du service qui est proposé, enfin, qui est vendu par la compagnie d'assurance pour la mutuelle. Comment je vais faire, moi, Carglass, petit garagiste, comment je vais faire pour que l'assureur, lors de ce contact tout à fait privilégié, mais remarquablement privilégié, parce que lorsque j'ai un problème et que mon problème est solutionné, le client, globalement, il est plutôt bien disposé.
il est bien disposé. J'ai réglé un problème. L'assureur, grâce à moi, en m'ayant utilisé comme prestataire, a réglé un problème. Comment je vais faire pour créer de la valeur sur ce sinistre? Il y a plein de façons de faire. Et pour ça, il faut aussi, et là je rebondis sur, il faut être capable de dépasser, et non pas que j'ai un regard négatif, pas du tout, mais il faut déplacer le sujet. Ce n'est plus un sinistre, c'est un problème d'entreprise. Il faut parler avec le marketing. Dans les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif vis-à-vis de leurs clients? Quel parcours ils veulent lui faire vivre? Et comment moi, en tant que partenaire, je vais m'inscrire dans ce parcours? Le directeur informatique des systèmes d'information de la compagnie d'assurance, elle a peut-être un intérêt à ce que moi je lui donne des informations ou que je construise avec eux je ne sais pas quel système, je ne sais quelle application qui sera en résonance avec, bien entendu, ce que le marketing de la compagnie d'assurance aura imaginé pour servir extrêmement bien le client et faire en sorte qu'il soit loyal à la compagnie. Bref, je suis, moi, un créateur de valeur, si on veut bien m'utiliser comme créateur de valeur. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients. Je dis, mais utilisez-moi, exploitez-moi, exploitez-moi. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Profitez de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons apporter à vos clients. Et on a monté comme ça, avec certains de nos partenaires, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont tout à fait intéressantes pour eux. Prendre de l'information, lorsque je vois mon client qui est satisfait, le client chez Carglass qui est satisfait, je prends de l'information. Vous voulez vendre votre voiture quand? Est-ce que vous avez l'intention de vendre votre voiture? Quand pensez-vous vendre votre voiture? Information particulièrement importante pour une compagnie d'assurance. Ils vous répondent, les clients. Eh bien sûr qu'ils nous répondent. Bah, évidemment, ils sont contents. Information particulièrement importante. On sait très bien, une compagnie d'assurance sait très bien que c'est au moment de la vente de la voiture qu'il y a une chance pour que le client il quitte l'assurance pour aller en prendre une autre. Donc s'il a l'information, il peut l'utiliser. Et il peut d'autant plus l'utiliser que le client il est satisfait. Carglass a tout fait pour donner une bonne expérience au client. Lorsqu'on le rencontre, on peut passer un message. On peut passer un message, mais qui n'a rien à voir avec le bris de glace. On peut passer un message que la compagnie aimerait que l'on passe, ou la mutuelle aimerait que l'on passe auprès de ses clients. Un message de prévention, un message de proposition, sur des propositions éventuelles de produits qu'ils aimeraient pouvoir proposer à leurs clients. On peut faire ce qu'on appelle du cross-marketing, c'est-à-dire finalement faire de la communication, je ne vais pas dire de la vente de produits, mais supporter finalement des produits qu'ils voudraient pousser dans leur réseau. On peut faire 15 000 choses. Et ça peut aller même très loin, parce qu'avec avec une compagnie d'assurance, on est allé même jusqu'à imaginer et mettre en œuvre une plateforme où on gère leurs sinistres. On gère leurs sinistres. C'est-à-dire qu'on reçoit les appels des clients qui ont un bris de glace et nous les orientons vers des prescripteurs, vers des prestataires, que la compagnie a choisis. C'est notre savoir-faire, il est important dans la gestion du bris de glace, il est reconnu, et on l'exploite et on le met à la disposition de la compagnie d'assurance pour qu'elle puisse soit améliorer son taux d'orientation, soit gagner en satisfaction parce qu'elle a un vrai prestataire qui fait du bris de glace tous les jours de sa vie, chaque seconde de sa vie, ce qui n'est pas forcément le cas finalement d'une plateforme téléphonique de gestion de sinistre qui va gérer aussi de la carrosserie, de l'incendie, enfin bref. Et ça, le fait de pouvoir finalement, autour d'un événement qui pour l'entreprise est un coût, le fait qu'on soit capable de lui montrer que derrière le coût, il y a une opportunité pour aller chercher de la valeur, créer de la valeur, c'est génial. Et est-ce que ça va jusqu'à... Est-ce que, du coup, vous créez de la valeur? Est-ce que ça va jusqu'à partager les fruits de cette valeur? De fait... C'est-à-dire vous faites des contrats d'assurance dans les centres Carglass ou ça, on ne fait pas ça. Vous proposez des produits d'assurance. Mais partager la valeur, comment la valeur, elle se partage? Elle se partage déjà d'une façon toute simple pour Carglass, qui est de pouvoir mettre en avant que le service de Carglass et le prix du service de Carglass a une vraie réalité et permet de créer de la valeur
pour la compagnie d'assurance, pour la mutuelle. Cette création de valeur, elle est pour la compagnie, elle n'est pas pour Carglass. Mais en attendant, elle inscrit Carglass dans ce service, dans ce continuum, pour reprendre l'expression, de services que la compagnie d'assurance doit mettre en avant pour son prestataire. S'il y a bien un marché concurrencé aujourd'hui, c'est celui des compagnies d'assurance. Et sur celui de la police auto, il n'y a pas plus concurrencé. C'est la tête de gondole des compagnies d'assurance. Et donc, surtout avec la loi Hamon. Et surtout avec la loi Hamon demain. Donc, tout ce que nous pouvons faire, et sincèrement, tout ce que nous pouvons faire pour magnifier la relation de l'assurance avec son client, c'est de la création de valeur. C'est de la création de valeur. Et donc, si on reboucle avec ce qu'on a pu se dire depuis le début, l'intégration de la relation client, c'est clé, c'est fondamental, ça décilote les modes de fonctionnement. Je ne dois plus juste discuter avec un directeur sinistre, je dois comprendre quelle est la stratégie marketing, qu'est-ce que la compagnie veut pour les 2, les 3 années à venir dans sa relation avec ses clients. Je dois comprendre opérationnellement comment ça marche. Il y a des compagnies à réseau, il y a des mutuelles avec des salariés intégrés. Ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes, donc les mêmes envies, ils n'ont pas de fait les mêmes stratégies. Et à moi de m'adapter, et on en reparlera peut-être tout à l'heure parce que ça nécessite une vraie transformation au sein de l'entreprise, mais segmentons les besoins de nos clients, intégrons-nous dans leurs services, faisons que notre service, c'est le leur, nos clients sont les leurs. En fait, il n'y a même plus de question d'appropriation, il y a un client qu'on doit servir remarquablement bien pour, au final, créer de la valeur. Et vous avez cru comprendre tout à l'heure que la création de valeur, pour moi, c'était important. Pour rebondir sur ce que vient de dire Éric, avec autant de passion, il faut le reconnaître, et il a bien raison, c'est la passion du client. Je pense qu'on est dans le sujet, on est dans la question. C'est-à-dire qu'il faudrait, ce serait le rêve d'avoir ces JV dont vous parliez tout à l'heure, qu'elles soient formalisées ou pas, en fait, ce partenariat, cette co-création de relations clients ensemble. Et on n'en a pas beaucoup parlé là, depuis le début, même à demi-mot. Je pense qu'il faut intégrer les salariés aujourd'hui. Nos salariés, quel que soit leur profil, il faut leur donner la voix. On parle des programmes Voix du client. Nous, on a réalisé avec un opérateur l'année dernière un programme Voix du client où en fait on coupe le son du salarié, on n'écoute que le client ensemble. Et on essaie d'analyser tout ce qu'il a voulu dire parce que l'écoute, c'est fondamental. Et à partir de ce programme-là, on a transformé ce que vous appeliez les scripts, les process, pour donner beaucoup plus d'autonomie au téléconseiller, à l'expert, au community manager, pour qu'il puisse lui-même créer cette relation client la plus fluide possible, la moins processée, la plus simple, la plus compréhensible pour le consommateur. Il veut une demande, il faut qu'on puisse y répondre. Donc je pense qu'il faut associer les salariés à cette co-création de la relation client. Je reprends mon exemple de Coca-Cola, je suis désolé parce que je suis un petit peu marqué en ce moment, mais Coca-Cola nous a demandé d'analyser avec des consultants, avec des analystes, avec des gens comme vous, d'analyser tout ce qui se racontait sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur les forums. Mais pourquoi on fait ça? Pour pouvoir transformer en fait les messages publicitaires, pour pouvoir transformer, pourquoi pas demain, le produit, et ils l'ont fait. Souvenez-vous du Coca Zéro. Le Coca Zéro, il est arrivé parce que les gens étaient très énervés par rapport au sucre ou par rapport à l'obésité qu'ils pouvaient avoir suite à des boissons de ce type. Donc on voit bien que la co-création de relations clients, elle se fera avec les salariés. Programme Voix du client, analyse ensemble des besoins du consommateur. C'est bien le prestataire qui aujourd'hui doit être beaucoup plus écouté pour ou changer les scripts ou les supprimer. Zappos, c'est une entreprise que vous avez peut-être visitée, j'aime bien la reciter, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de script d'appel. Aujourd'hui, ils laissent une autonomie totale. Les conversations téléphoniques ou les chats peuvent aller jusqu'à 30 minutes, 40 minutes. On va jusqu'à lui régler un certain nombre de problématiques qu'il peut avoir pour garder ses enfants pendant qu'il fait ses courses, etc. Enfin, on voit que Zappos, c'est une marque qui vend des chaussures. Vous voyez qu'on est loin de la relation client. Donc, il faut être capable de co-créer ensemble. Oui, il faut des équipes chez le commanditaire, dans cette JV dont vous parlez, qui soient miroirs de nos propres équipes. Il n'en faut pas trop non plus, il faut la bonne mesure. Mais laissons encore une fois l'autonomie, laissons la parole aux téléconseillers. En même temps, des fois, vous êtes un peu schizophrène, excusez-moi, les prestataires. C'est-à-dire vous revendiquez à la fois beaucoup d'indépendance et d'autonomie, c'est-à-dire que dès que le commanditaire, entre guillemets, intervient dans votre entreprise ou veut aller un petit peu plus loin, vous dites non, marge de manœuvre, autonomie, indépendance.
Encore une fois, il faut un équilibre, sans aller dans le délit d'ingérence. Il faut surtout être capable de laisser l'autonomie suffisante pour qu'on puisse être force de proposition. Mais on ne peut rien faire sans le commanditaire. Qui connaît mieux les produits, qui connaît mieux vos systèmes de facturation, qui connaît mieux que le marketing. Il faut que le marketing et la relation client soient en totale porosité. Il faut de la porosité. Donc on ne peut pas... D'ailleurs, on le voit très vite, hein, lorsqu'un commanditaire, lorsqu'une marque nous laisse seuls pendant quelques semaines, quelques jours, on est totalement perdu. Donc on a besoin d'avoir des contacts quotidiens, voire par demi-journée, et d'être en symbiose au service, encore une fois, du client, parce que ça change tellement vite aujourd'hui. À tout moment, on est en 24 heures sur 24 en situation de crise avec Coca-Cola. À tout moment, un consommateur peut s'enflammer, peut raconter n'importe quoi sur l'aspartame, sur ce qu'il veut. Donc on est en 24 heures sur 24, oui, en symbiose entre le prestataire et le commanditaire.